Merci à Aina Kéros d'être là. On va être entre le médical et la cosmétique. Vous vous intéressez à l'observation. Non, Homo sapiens n'a pas le monopole de la phytothérapie. Finalement, on en revient toujours à ça. On n'a rien inventé. En observant ces primates et leur stratégie de sélection de plantes, vous en tirez des conclusions intéressantes, étonnantes, parfois qui vous étonnent vous-même. Merci de nous raconter un petit peu ce que vous faites dans vos activités, à la fois de recherche et puis de développement. Merci. Avec grand plaisir, merci à vous pour cette invitation. On est très très content de participer à cette 4e édition. Concrètement, en plus, on va parler d'un sujet qui nous anime particulièrement chez Sequence Cosmétiques, qui est d'aller effectivement découvrir de nouvelles molécules d'intérêt, et ça grâce à l'observation des animaux et en particulier des primates. Concrètement, en tant que chercheur sur les plantes, on a 3 outils à notre disposition pour aller découvrir des nouvelles phytomolécules qui sont intéressantes. Premièrement, une approche par chimiotaxonomie. On sait que cette plante possède telle molécule qui a telle propriété biologique. Allons chercher d'autres plantes proches qui pourraient avoir des molécules encore plus puissantes. Donc on agit par similarité. On a une deuxième approche qui est un peu plus à l'aveugle. On a à notre disposition 10, 15, 100 plantes. On réalise des extraits. On les teste sur un modèle biologique et on voit le meilleur candidat, la meilleure plante, la meilleure activité. Et on fait ce qu'on appelle de la post-rationalisation. On va essayer de comprendre au sein de la plante ce qui peut expliquer cette propriété. Un dernier cas aussi qu'on aime, nous, mettre en place aussi chez Sequence, c'est d'aller chercher, là, par l'observation aussi, à comprendre quel est le lien entre l'homme et son environnement, et notamment les plantes, et de voir si à partir de médecine traditionnelle, on peut identifier des principes actifs d'intérêt sur lesquels on identifie là aussi les phytomolécules actives. Donc, chez Sequence, on a déjà ces démarches-là combinées de manière différente. L'ethnopharmacologie, notamment, on l'a fait aussi parfois sur des zones très précises. On va aller interviewer des centenaires pour essayer de comprendre quel est leur régime, quelles sont leurs habitudes alimentaires associées à certaines plantes, et voir si on peut y trouver un rationnel, nous aussi, en termes de longévité. Et l'étape supérieure qu'on souhaitait franchir, c'est de ne plus être anthropocentriste, entre guillemets, où on considère que l'homme est le seul à être capable de se soigner, mais d'aller s'intéresser aux interactions entre plantes et animaux. Donc pour ça, ça s'explique en fait. Les plantes et les animaux, ils ont subi une énorme pression de sélection commune qui les a amenés à coévoluer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des belles relations entre ces deux règnes. On pense notamment à la mouche yucca. C'est un papillon en fait, qui est capable d'aller polliniser cette fleur qui pourtant est vraiment orientée vers le bas. Donc ce papillon est designé pour y aller, pour aller polliniser les différentes parties génitales de la fleur, mais en échange, la femelle va pouvoir pondre ses œufs, et la fleur lui offre en échange une sécurité, mais aussi un milieu nutritif pour que ses futurs descendants puissent se développer. On a aussi un bel exemple entre certaines fourmis qui sont capables de défendre l'acacia en cas d'attaque. Même des animaux comme la girafe et l'éléphant vont craindre la morsure de cette fourmi. En échange, l'acacia va lui offrir des épines renflées pour qu'il puisse s'abriter et lui donner aussi accès à un nectar que seule cette fourmi est capable de digérer, d'assimiler, sinon elle est toxique pour d'autres insectes. Donc vraiment une histoire symbiotique intéressante. À noter juste que s'il n'y a plus de girafes et d'éléphants, malheureusement l'acacia arrête de produire ce type de bénéfices pour la fourmi. La fourmi est susceptible de quitter cet habitat et la plante va se retrouver parfois envahie par des individus un petit peu moins généreux et ça finit mal pour elle. On a aussi un phénomène très intéressant qui concerne la dissémination de certaines graines via le fruit avec les animaux frugivores qui vont avoir une appétence pour certains fruits au cours de l'évolution qui sont de plus en plus attirants et qui vont, en allant un peu plus loin, à la fin de la digestion, disséminer la graine et permettre la pérennité de l'espèce. Nous, effectivement, le règne animal auquel on s'intéresse plus particulièrement, c'est les primates. Déjà parce qu'ils ont un processus d'apprentissage qui nous semblait assez atypique. Ils vont avoir des phases d'apprentissage individuelles, mais aussi ce qu'on appelle un apprentissage social. Pour l'apprentissage individuel, concrètement, le primate il va être obligé de doser entre deux instincts un peu contraires. Il est déjà néophobe, donc il a peur de tout ce qui est nouveau. C'est ce qui va lui éviter d'être empoisonné tous les jours. Et à la fois, il a aussi un comportement de curiosité et d'exploration qui l'amène à diversifier son régime. Selon les espèces, on va avoir une balance plus ou moins importante dans un cas ou dans l'autre.
Par exemple, le orang-outan, clairement, lui, c'est un explorateur, et tant mieux parce que son écosystème, malheureusement, évolue assez souvent, et ça l'amène à ne pas se retrouver en pénurie d'ingrédients comestibles. À l'inverse, on a des chimpanzés qui sont plutôt néophobes. Eux, on peut voir des cas où ça met plusieurs mois, plusieurs années avant qu'ils essayent, ils aient le courage d'aller goûter une nouvelle plante. Par contre, ils sont très forts en apprentissage social. Ils sont très forts pour aller apprendre et disséminer cet usage-là au sein du groupe. Premièrement, parce qu'il y a une émulation qui va se faire. Le fait de voir les autres faire, ça donne envie d'observer, de réaliser par ses propres moyens. Mais il y a aussi un phénomène d'observation. Et là, ils sont capables de voir deux choses. Si l'individu de départ était en bonne santé, est-ce que ça a engendré un phénomène de toxicité ? Ça, ils vont l'analyser assez rapidement. Par exemple, le gorille va aller chercher quelques heures plus tard la même plante et la goûter si l'individu ne présente pas de symptômes de pathologie. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si l'individu de départ est en mauvaise santé, il va être aussi capable d'analyser si l'état est amélioré ou non, grâce à la consommation de cette plante. Donc ça a amené un champ de recherche qui s'appelle la zoopharmacognosie, qui avait déjà, en fait, des observateurs étaient déjà nombreux, déjà même 12 siècles avant Jésus-Christ. On avait appelé une plante chez les Indiens Navaros Ocha, puisque l'ours, on en a parlé tout à l'heure, après hibernation, avait tendance à aller chercher directement une plante, se la frictionner sur le corps et en consommer. Au Yémen, il y a aussi des cas de bergers qui se seraient intéressés donc au café sauvage en voyant des chèvres en manger et être excités, et se sont dit tiens, si on essayait, voir si ça peut avoir le même effet sur nous. Et il y a également Aristote qui s'était essayé à de la recherche sur certaines espèces canines qui mangeaient certaines herbes en cas de pathologie avérée, donc ça l'avait intéressé. Il faut toutefois attendre vraiment le XXIe siècle et surtout les travaux de Jean Zenne qui va, lui, vraiment avoir des premières publications dignes de ce nom. Il va étayer toutes sortes d'informations et il va être capable, le premier, de dire « oui, les animaux se soignent avec des plantes ». Et ça a laissé 15 années à différentes communautés scientifiques de travailler sur ce sujet-là. Et c'est Van Gramm qui, en 1993, propose ce mot, la zoopharmacognosie, en fait un nouveau secteur de recherche et va inviter des vétérinaires, des spécialistes du comportement, des spécialistes de la biologie ou de la chimie à travailler ensemble. Forcément, la question qui s'est posée très vite pour eux, c'est comment on va faire pour différencier la plante qui est mangée par le singe ou par d'autres animaux d'un usage nutritionnel parce qu'il a une appétence pour cette plante, d'un usage thérapeutique. Donc ils se sont fixés quelques règles. Premièrement, il ne faut pas que la plante fasse partie du régime habituel, sinon clairement on est dans un cas où on ne pourra pas différencier. Deuxièmement, on préfère que ce soit dans un usage ponctuel et associé à une saisonnalité ou un espace géographique donné. Ensuite, il faut que les conditions physiologiques soient réunies avant-après, qu'on soit capable de voir une amélioration de l'individu avant-après. Et donc ça passe par des prélèvements, d'urine, de sel et des plantes en question pour faire le lien biologique. Et enfin, là où vraiment on accède à un faisceau de preuves suffisant, c'est quand les activités biologiques sont avérées et qu'on peut trouver des composés qui sont susceptibles d'expliquer l'efficacité. Concrètement, pour le primate, il y a deux types qui nous intéressaient d'usage. L'usage par voie topique, forcément, nous, on est spécialiste du tissu cutané. Concrètement, on a vu des cas où, de toute façon, certains singes peuvent avoir tendance à se frotter le pelage et la peau avec des plantes pour un rôle de sociabilisation. Mais on a des cas particuliers où, par exemple, le capucin moine, quand il a des pathologies cutanées, il va aller chercher spécifiquement 4 genres de plantes en fonction du désordre cutané, et on observe bien une amélioration des paramètres une fois l'application faite. On a un autre cas aussi qui est intéressant, c'est dans le cadre de désordre articulaire. Donc c'est le cas de l'orang-outan. Il va avoir parfois du mal à se déplacer à cause d'une douleur articulaire. Et là, il va être quand même capable d'aller se déplacer jusqu'à une plante, la comélina, prendre les feuilles, les mâcher, faire une extraction, on va dire, à la bouche avec sa salive, avoir un cataplasme en main et l'appliquer sur l'articulation qui est douloureuse. Et généralement, effectivement, c'est dans ces cas-là qu'on peut observer une amélioration de sa démarche qui prouve que son articulation le gêne moins. On a aussi des cas par voie orale. Là, il faut aller chercher des parties de la plante pour lesquelles les animaux ne sont absolument pas attirés. C'est le cas des tiges amères de Vernonia. Le chimpanzé, en termes de goût, pour surmonter sa néophobie, c'est assez difficile. Mais pour autant, quand il a des parasites qui l'infectent,
il va être susceptible d'aller chercher ces tiges-là. Il va enlever la partie externe parce qu'elle est trop toxique. Il va prendre la moelle à l'intérieur. Et ça fait partie des phénomènes aussi où il écarte les petits qui veulent l'imiter, puisqu'il sait que là, dans ce cas de figure, c'est pas forcément adapté si le petit n'est pas infecté. On a un cas de figure qui est également intéressant, c'est les écorces, qui n'intéressent d'habitude pas du tout les primates. Et là, en cas de désordre digestif, on a certains chimpanzés qui vont, à même l'arbre, aller se soulager en allant mordre l'écorce pour essayer d'en retirer des principes actifs. Et là aussi, on a identifié des molécules qui sont au sein de cette écorce qui peuvent expliquer que les troubles digestifs sont améliorés. Et pour finir, un cas qui est intéressant aussi de prévention, c'est le gorille qui va manger certaines graines. Et là, c'est plus dans une démarche à long terme. Il est susceptible à l'âge adulte d'avoir des pathologies cardiaques. Et en fait, ces graines vont le prévenir de ces pathologies-là. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Donc pour parler concrètement, nous, de notre démarche scientifique, chez Sequence Cosmetics, on était assez convaincus du potentiel d'aller s'intéresser à d'autres relations que homme-plante et d'aller chercher du côté animal-plante. Donc on commence, nous, par regarder quels sont les cas de zoopharmacognosie, et on a choisi d'en faire une plateforme qui s'appelle l'éthophytologie, étho pour comportements notamment animaux, phyto pour les plantes. Donc à partir de ce cas de zoopharmacognosie, on s'intéresse aux paramètres de santé qui sont modulés. On va déchiffrer quels sont les mécanismes biologiques qui sont impliqués dans cette problématique. Ensuite, notre intérêt, c'est d'aller forcément comprendre quelles sont les molécules au sein de la plante qui peuvent expliquer cette efficacité. Et enfin, c'est notre cœur de métier, on va designer des protocoles d'extraction pour aller trouver les molécules en question et enrichir nos extraits de ces molécules. Donc j'ai choisi un cas concret parmi ceux qu'on a souhaité traiter. On reprend le cas du gorille avec sa petite graine de maniguette, Aphramum melegueta. On sait que la problématique de santé qu'il rencontre, c'est une cardiomyopathie fibrosante qui va vraiment l'handicaper. On voit d'ailleurs en captivité que ces animaux développent ces maladies cardiaques parce qu'ils n'ont pas accès à cette plante. Le déchiffrage biologique derrière, c'est qu'il y a des forts désordres d'ordre inflammatoire via des voies comme COX-1, COX-2, mais aussi 5-CLOX. Donc, au passage, c'est aussi un sujet en cosmétique, l'inflammation cutanée, donc forcément, c'était un des cas qui nous intéressait. Et on va aller essayer de comprendre quelles sont les molécules actives qui pourraient participer et moduler ces voies de l'inflammation. Donc, on en a en l'occurrence deux grandes familles, la famille des gingérols, mais aussi la famille des flavonoïdes. Et c'est là qu'on commence, nous aussi, à travailler et à entrer vraiment dans notre cœur de métier. On va aller designer des extraits et aller chercher à avoir ces molécules de manière importante pour pouvoir espérer avoir un extrait qui puisse mimer cette activité anti-inflammatoire. Je voulais juste terminer sur le fait aussi, effectivement, on l'a vu ce matin, c'était assez intéressant de voir comment est-ce qu'effectivement le fait de segmenter animaux, plantes et l'homme, parfois ça ne réussit pas. Nous, effectivement, c'est un cas de figure où on s'inspire du vivant, au même titre que c'est interdit en cosmétique et en pharma d'aller piller le savoir-faire des populations et d'en faire des actifs, les breveter et leur donner aucune rétribution. On voulait faire la même chose avec les animaux, c'est-à-dire que c'est eux qui nous inspirent, donc quelque part, chercher à restaurer leur bien-être. On sait qu'ils ont parfois une flore qui est moins accessible, donc concrètement, à chaque cas de zoopharmacognosie, on va se poser la question de savoir si nous, on peut avoir une action positive, soit réintroduire une espèce dont ils ont besoin pour garder leur santé avec des bons paramètres, mais aussi, et c'est ce qu'on a vu ce matin, et je pense que c'est très important de le rappeler, il ne faut pas pour autant écarter les populations locales qui sont complètement en lien et quotidiennement confrontées et à leur flore et à la faune environnante. Effectivement, dans des cas où on va chercher à isoler, à faire des réserves, et ça part d'une bonne intention, et à dire ces chimpanzés, ces éléphants, c'est leur domaine, et les villageois se débrouillent pour composer autour. Là, l'intérêt, c'est qu'on a des programmes et des ONG qui cherchent à rétablir le dialogue entre villageois, population animale et population végétale, en proposant des programmes où on n'exclut ni les villageois, ni les animaux, ni la flore de ces espaces. Donc nous, on est très sensibles à ça. On est en contact avec différents programmes à ce titre-là. Il y a donc le Muséum d'histoire naturelle derrière qui propose un très beau projet sur le rétablissement en Ouganda des relations entre populations, hommes, animaux et plantes. Et donc voilà, on est assez séduits et nous, on veut s'inscrire dans ce processus d'innovation de manière responsable.
Donc c'est effectivement ce cercle vertueux qu'on veut essayer de favoriser via notre recherche. Et donc voilà, j'espère pouvoir revenir avec des nouveaux cas d'application. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Aïna. Je veux bien reprendre. Non, la zapette. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Moi, je suis toujours. Enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis toujours épaté et subjugué par toutes ces leçons. Je vois, François, vous attrapez le micro. Je vous laisse faire un commentaire. J'avais juste une petite question. Ils sont spécialement bons, les primates, ou ce sont des comportements de sélection de plantes pour traiter des pathologies qu'on observe aussi chez d'autres animaux? Non, on l'observe chez beaucoup d'autres animaux. Chez les insectes, on l'a vu, mais aussi chez certains oiseaux. Moi, forcément, je me focalise sur les plantes parce que c'est notre cœur de métier, mais ils sont aussi capables d'aller sélectionner certaines argiles ou certaines terres pour aller, comme un smecta, entre guillemets, qu'on utilise nous, éviter certains désordres gastriques. Donc non, les primates sont loin d'être les seuls, mais disons que les parallèles sont peut-être plus simples étant donné que les applications qui vont faire en topique ou par voie orale nous permettent peut-être plus de nous projeter. La diffusion de la connaissance et de l'apprentissage, ça c'est intéressant à étudier chez les primates aussi, j'imagine. Tout à fait. Oui, François. Oui. Oui, merci. Je voulais féliciter pour cette présentation très intéressante. Et ce qui m'a, en l'écoutant, en la regardant, ça m'a fait penser à deux choses qui s'appliquent au spatial. La première, on l'a dit rapidement tout à l'heure, c'est effectivement les primates, en particulier les singes, sont une source d'inspiration puisque l'ADN des primates est très proche de l'ADN de l'être humain. Donc quand l'être humain va se balader, quand il a des défis, on peut fortement s'en inspirer. Mais ma vraie remarque, c'est un deuxième aspect. Vous avez beaucoup parlé du comportement de groupe, tel singe qui regarde tel autre singe, comment il mange, comment il se soigne, etc., comment il prévient des maladies, etc. Et en fait, côté CNES, côté espace, on est dans une phase un peu de révolution. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On parle de plus en plus et on fait de plus en plus ce qu'on appelle des constellations de satellites. Des dizaines, des centaines, des milliers de satellites qui tournent autour de nos têtes pour des applications de télécom, de navigation, d'Internet, etc. Et pourquoi je mentionne tout ça? Parce que vous avez toute une gestion de groupes finalement, un peu comme des groupes de primates ou des groupes de fourmis, de termites. Comment est-ce qu'il y a une intelligence collective de termites qui vont fabriquer une termitière ou de fourmis qui vont fabriquer une fourmilière, ou comment on va apprendre d'un satellite numéro 1 pour, si on détecte un problème sur un satellite numéro 2. Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, je parlais du fait que nous engageons une deuxième phase dans nos travaux au CNES sur le biomimétisme. Et dans cette deuxième phase, on va précisément regarder des activités en intelligence collective, en intelligence de groupe, un peu comme ce qui se fait parmi les animaux. Merci beaucoup. Pardon, tu me diras, Elodie. Pardon, c'est entre nous. Oui, subjugant. Non, c'est formidable. Et alors, l'aspect préservation, on voit bien, c'est subjugant et en même temps, ça m'attriste un peu. Parce que je me dis que probablement que nous, avec cette distanciation qu'on a créée, avec notre développement urbain, etc., on a perdu cette connaissance-là. Et donc, ça me redonne des frissons. Je trouve que ce sont nos maîtres en la matière. Et c'est toujours très émouvant de voir ça. Et émouvant en pensant aussi à notre responsabilité, parce qu'en détruisant leur écosystème, on les empêche de se soigner aussi, de vivre, mais aussi de se soigner. Et cette dualité entre biodiversité et bioinspiration, on en parlera particulièrement tout à l'heure à la table ronde de 16h avec Gilles Boeuf autour de Gilles, pour justement comment renvoyer l'ascenseur. Voilà. Formidable de s'inspirer du vivant et de cette intelligence collective. On en parlera un petit peu après la table ronde de Gilles, justement, pour voir comment est-ce que... Il paraît que le QI d'un groupe peut même être supérieur au QI des meilleurs membres du groupe. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, on n'est pas destiné à être que des hooligans en groupe. Écoutez, voilà, on les remercie chaleureusement pour tous ces témoignages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marc, Aïna, Guillaume, Maria, François, merci beaucoup pour ces témoignages et votre participation. On va enchaîner.